Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à votre Web TV, notre ENS, l'émission Un modèle, un repère. Aujourd'hui, nous recevons Dr Mariam Koulibaly, qui, après avoir enseigné au lycée, a poursuivi ses études universitaires jusqu'à l'obtention du doctorat en chimie physique en 2008. Sa passion et ses compétences dans le domaine de la recherche scientifique lui ont valu de nombreux échanges scientifiques, dont des séjours en France, en Inde et aux États-Unis d'Amérique pour la célèbre et sélecte bourse Fulbright. Depuis les USA, en 2015, elle fut cooptée par les autorités ivoiriennes pour occuper un poste de directeur au ministère en charge de l'environnement. Responsabilités administratives qui lui ont développé d'autres expertises au point d'être recrutée comme experte environnementale pour le compte d'une organisation canadienne. Aujourd'hui, Mariam Koulibaly, tout en exerçant sa fonction d'enseignante à l'École normale supérieure, est également responsable de projet à l'Agence universitaire francophone. Nous recevons ce jour, pour son partage d'expériences, de sacrifices et de résilience, une tête bien pleine, une personne ordinaire qui aspire à inviter l'ensemble de la jeunesse à la résilience et à l'abnégation. Recevons Dr Mariam Koulibaly, maître de conférence en physique-chimie. Docteur Mariam Koulibaly, vous êtes maître de conférence en chimie. Alors, au-delà de cela, que pouvons-nous savoir sur vous? Bonjour à vous, bonjour à tous et à toutes. Avant de répondre à votre question, je tiens à vous remercier de m'avoir invité. Je suis très heureuse et honorée d'être avec vous ce matin pour cette nouvelle initiative à l'École normale supérieure d'Abidjan. Alors, plutôt que de répondre à votre question, si vous me le permettez, je voudrais vous renvoyer la demande. En dehors donc de mon nom et de ma spécialité, qu'est-ce que vous souhaitez savoir? Alors, certainement, au-delà de tous ces grades universitaires, vous exercez dans la vie sociale certaines activités, de par vos rapports avec la société, c'est-à-dire des personnes qui sont en dehors du cercle académique, votre conception de la vie, etc. Voilà. D'accord, ok. Donc, bon, ce que je peux dire à nos auditeurs, c'est que mon parcours à l'ENS a commencé pas en tant qu'enseignant-chercheur. J'ai commencé à l'ENS d'abord en tant qu'étudiante. J'ai fait ici un CAPES en sciences physiques et ensuite j'enseigne au lycée comme professeur de sciences physiques. Et aujourd'hui, comme vous l'avez dit, j'interviens comme responsable projet à l'Agence universitaire de la francophonie. Bien entendu, entre le temps comme professeur au lycée et aujourd'hui la gestion de projet, il y a eu du temps qui s'est écoulé et j'en ai profité. Soit dit en passant, je n'ai pas vu le temps passer. J'ai fait des formations, j'ai eu le temps de faire beaucoup de voyages. J'ai travaillé dans l'administration publique, j'ai travaillé au sein d'organisations non gouvernementales. Je me suis formée, souvent des formations qui n'avaient rien à voir avec ma discipline d'origine. Et voilà, mais ça n'a pas été, je vais dire, un fleuve tranquille, un long fleuve tranquille. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu de la joie, de la tristesse, il y a eu des obstacles, il y a eu des défis à relever, mais toujours déterminé à atteindre mes objectifs. Très bien. Parce que bon, je pourrais dire aussi que moi, je suis toujours déterminée à atteindre mes objectifs parce que, comme le disent les gens qui me connaissent bien, disent de moi que je suis quelqu'un de passionné. Et que je suis une amoureuse de la connaissance. Donc moi, je suis quelqu'un qui a envie d'apprendre toujours de nouvelles choses. Ce qui fait que je m'intéresse à plusieurs disciplines. Et je crois fondamentalement à la pluridisciplinarité, à l'interdisciplinarité. Et je pense aussi que le savoir, c'est le pouvoir. C'est ça. Donc c'est pour ça que j'aime apprendre. Le savoir, c'est le pouvoir. Et la connaissance
nous ouvre le chemin d'un peu de sagesse et de liberté. Et moi, je l'ai expérimenté. Je peux dire que grâce à la connaissance, quand on sait, quand on connaît, et surtout quand on comprend, je pense qu'on prend de la hauteur et on se laisse moins affecter par les êtres, par les choses et les aléas de la vie. On est plus serein. Et comme le dit le philosophe, mieux penser pour mieux vivre. Donc la connaissance améliore l'existence. C'est ce que je peux dire. Merci, merci Mariam. Je peux vous appeler Makoul? Oui, bien sûr. D'accord, merci Makoul. Alors, experte en environnement, c'est ce que j'ai pu lire dans votre biographie, spécialiste en apprentissage en ligne également. Vous avez été directeur des déchets industriels et substances chimiques au ministère de l'Environnement et du Développement durable durant 5 ans. Alors, à cela s'ajoutent 24 années d'expérience en enseignement, dont 17 ans dans l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. Avec ce parcours si riche, quel message avez-vous pour la jeunesse actuelle et plus particulièrement pour la gente féminine? Vous représentez la gente féminine aujourd'hui. Oui, merci pour cette question. Moi, je dirais que c'est un parcours parmi tant d'autres. Voilà, c'est juste une question de désir, d'envie et de volonté. Et ensuite viennent les opportunités qu'on arrive à saisir ou pas. Je pense que nous ne sommes pas en compétition les uns avec les autres. Il faut juste exprimer sa nature profonde. Je pense même que c'est l'essence de l'homme, c'est-à-dire l'évolution. On essaye de grandir en s'améliorant, en se perfectionnant. On grandit aussi en compétences, en connaissances, en intelligence. Et on essaye d'augmenter sa puissance d'action, sa puissance d'amour aussi, s'aimer, aimer les autres et puis être aussi utile aux autres. Donc c'est un parcours parmi tant d'autres. Voilà, c'est juste que c'est une histoire d'envie. Donc ce que moi je peux dire aux jeunes, aux jeunes aujourd'hui, c'est que il faut avoir l'envie, il faut se fixer des objectifs et puis il faut prendre des risques. Voilà. Comme le disait, je pense que c'est Sénèque, le philosophe Sénèque, qui disait qu'il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait pas à quel port il va arriver. Donc c'est primordial de se fixer des objectifs. Voilà, et se fixer des objectifs, définir un plan. Quand on peut changer aux besoins, puisque dans la vie, il y a toujours des obstacles. Mais avoir le désir, d'abord l'envie, se fixer des objectifs, souvent ça ne suffit pas. Il faut également, je vais dire, prendre des risques, sortir de sa zone de confort et pouvoir réaliser ses objectifs. Et si on reste toujours dans la métaphore du bateau, je pense que c'est Paolo Coelho qui disait que les bateaux sont construits, ils sont en sécurité. Voilà. Les bateaux sont en sécurité quand ils sont au port. Mais c'est pas pour ça qu'on construit un bateau. Donc voilà, il faut sortir de sa zone de confort. Et si moi je prends mon exemple, j'ai dit tantôt que j'ai eu l'occasion de faire des formations, de faire des voyages. Je travaille aujourd'hui à l'Agence universelle de la francophonie. J'ai travaillé pour des ONG. Mais ils ne sont pas venus me chercher à la maison. J'ai fait la démarche, j'ai répondu à des appels à candidature, j'ai été jugée. Souvent on m'a retenu, d'autres fois on ne m'a pas retenu. Souvent on m'a appelé pour me dire que je suis sur la shortlist et j'ai fait des interviews et à la fin on ne m'a pas retenu. Souvent on est découragé, voilà, souvent on est vraiment frustré, mais on prend des risques, on se met en faut être résilient, voilà, et on avance, voilà, parce qu'on est déterminé et qu'on veut atteindre ses objectifs. Maintenant spécifiquement aux filles, je dirais que aujourd'hui plus qu'hier, nous les femmes, on a beaucoup plus de liberté. Je veux dire, nos dévancières, nos aînés ont fait beaucoup de combats pour nos droits. C'est vrai que le combat continue, il y a toujours des combats à mener et nous devons toujours continuer ce combat pour nous-mêmes et pour les petites filles qui vont venir après nous. Mais il faut profiter de ce que les années ont acquis pour nous, nos droits. Aujourd'hui, on a le droit d'aller à l'école. Et ce n'est même pas le cas au XXIe siècle, dans certains pays de ce monde, où les filles n'ont pas le droit d'aller à l'école. Elles se battent tous les jours pour aller à l'école. Et nous, en Côte d'Ivoire, on a ce droit, donc il faut en profiter. Il faut aller à l'école, il faut rester le plus longtemps possible à l'école. Et je vais dire, il faut pas se fixer de limites, il ne faut pas s'auto-censurer. Il faut au contraire repousser les limites. Aujourd'hui, les filles peuvent tout faire. Tout ce qu'elles veulent, elles peuvent le faire. Il suffit de rêver grand, de se donner les moyens et de tout faire pour atteindre ses objectifs. Et là, comme nous sommes à l'ENS et qu'on s'adresse aussi aux étudiants de l'ENS, il n'y a pas d'âge limite. Quel que soit l'âge, on peut se fixer de nouveaux objectifs, on peut se mettre au travail, on peut réaliser ses objectifs et puis réussir sa vie. On peut ne pas réussir dans la vie, mais on peut réussir sa vie, c'est déjà très bien. Voilà, donc c'est ce que moi je peux dire aux filles. Merci. Mais en général, ce que moi je constate quand je vais dans les lycées, les filles, aussi les garçons, hein, je vais dire qu'ils sont en terminale, quand on leur demande qu'est-ce que vous voulez faire après le bac, en général, ils ne savent pas. Et moi, je leur dis que la solution à ce problème, c'est la lecture. La lecture est un facteur
de formation, de culture, d'épanouissement. La lecture nous ouvre au monde. La lecture nous permet de connaître la pensée des autres. La lecture nous ouvre un immense champ des possibles. Ouais. Ça nous permet d'avoir des modèles, de s'inspirer et puis de construire notre chemin en se basant sur notre propre valeur et sur nos désirs, sur notre personnalité. Je veux dire qu'on n'est pas en compétition, on veut juste s'exprimer. Si on n'a pas de modèle, on peut lire. On dit que le livre est un trésor et ce n'est pas un vain mot. C'est vraiment un trésor et tout est dans le livre. On peut vivre 1000 vies en n'ayant seulement qu'une seule vie parce qu'on a lu 1000 livres. Et c'est très important. Merci, Makoul. Wow, on ne s'ennuie pas à vous écouter. Mesdames et messieurs, vous qui nous prenez en cours, nous sommes à l'émission Un modèle, un repère de la Web TV, notre ENS. Nous recevons Dr Mariam Koulibaly comme invité ce jour. Alors, comme bien de tête bien pleine et bien faite, comme Einstein, Linus Pauling et autres, hein, vous ne vous contentez pas du cercle fermé académique. Dites-nous quelques mots à propos de vos combats sociaux. Alors, il m'a semblé que vous avez une ONG, n'est-ce pas? Oui, tête pleine, tête bien faite, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que comme tout le monde, j'ai mes combats. C'est ça. Et mes combats dérivent certainement de mon éducation, de mon environnement d'origine et puis aussi de mes valeurs. Je dis, quand on fait la convergence de tout cela, ça définit notre engagement. Et moi, mon engagement est associatif. Comme vous l'avez dit, j'ai une association d'aide à l'éducation des petites filles et des enfants vulnérables. Ici, il faut attendre par enfants vulnérables les orphelins, les orphelines et les enfants en situation de handicap. Donc, l'association Yeli a déjà fait beaucoup et fait beaucoup pour les enfants malvoyants. Donc, on s'occupe des enfants malvoyants. Comme vous le savez tous et toutes, on a ici l'Institut national des aveugles de Yopougon, que tout le monde connaît. Et c'est très bien. Mais le problème, c'est que l'Institut n'est pas accessible à tous les enfants. Les enfants malvoyants, il y en a partout. On en trouve au nord, à l'ouest, au sud, partout. Donc, heureusement que sur le plan local et régional, il y a des bonnes volontés qui essaient de recueillir ces enfants pour les former. Ces enfants aussi ont droit à l'éducation et à l'éducation de bonne qualité. Et nous, au sein de Yeli, on essaye d'aider ces bonnes volontés qui essaient de former les enfants. On a beaucoup travaillé avec le centre d'éducation, de formation et d'insertion de Tumodi. Donc, il y a des enfants malvoyants et aveugles qui sont là-bas, qui sont à l'internat. Souvent, ces enfants n'ont pas le strict nécessaire. Donc, on fait des dons en vivres, en produits d'hygiène, mais aussi tout en matériel pédagogique. Ils ont besoin de papier braille tout le temps pour pouvoir travailler. Ils ont besoin aussi qu'on traduise les ouvrages des autres enfants en langage braille. Exact. Et là, il faut une imprimante braille. Et l'imprimante braille coûte cher. Donc, on essaye d'aider et puis aussi de sensibiliser les bonnes volontés pour pouvoir aider ces enfants. Il y a aussi l'Institut de réhabilitation et de formation des aveugles et des malvoyants de Anyama. On a commencé à travailler aussi avec cette école. Et là, dernièrement, j'ai appris qu'à Isia, il y a une bonne volonté aussi qui a recueilli des enfants aveugles et malvoyants. Et là, si c'est avéré, on va voir dans quelle mesure on pourra aussi aider cette école d'Isia. Donc, c'est l'occasion de lancer un appel pour les personnes qui veulent aider ces enfants à aussi avoir accès à l'école, avoir accès à l'école de bonne qualité aussi, comme tous les autres enfants. Merci. Maintenant, au sein de Yeli, comme on l'a dit, bon, je ne vais pas répéter ici je vais dire l'importance de l'éducation, on le sait. Voilà, et Nelson Mandela l'a dit, c'est l'âme la plus puissante pour changer le monde. Donc, Yeli, ce que nous faisons, on essaie de contribuer à la formation et à l'éveil des consciences des enfants qui seront les hommes et les femmes de demain. Donc, on travaille avec les enfants et les adolescents. Nous avons élaboré un programme complémentaire au programme officiel. Donc, on essaye d'animer des ateliers sur des thèmes en accord avec les établissements, sur par exemple la science au féminin, l'initiation à la philosophie, à la zététique, à la réflexion critique, à la responsabilité au niveau du monde avec les réseaux sociaux, à la protection de l'environnement, au développement durable, à la solidarité, au bien-être, au bonheur. Ce sont des ateliers qu'on fait avec les enfants. Voilà. Donc au sein de Yeli, c'est ce que nous faisons. On essaye d'apporter notre pierre, voilà, pour pouvoir construire les hommes et les femmes de demain. Voilà. C'est ça. Donc, au sein de Yeli, voilà un peu ça. Alors, j'aimerais lancer un appel, n'est-ce pas, à l'audience de notre Web TV. L'association Yeli s'occupe des enfants malvoyants. Et donc, ce serait vraiment avec beaucoup de plaisir qu'on recevrait, pour ceux qui veulent bien, vos aides à l'endroit de la présidente pour poursuivre son œuvre sociale. Revenons à vous, Makoul. Alors, l'école de demain, comment l'imaginez-vous?
L'école de demain, j'avoue que c'est un de mes sujets favoris Ouais. de réflexion. Mhm. Je pense que souvent, on a tendance à dire le monde est en train de changer, le monde va changer. Mais moi, je pense fondamentalement que le monde a changé. Je veux dire, nous qui sommes nés au XXe siècle, aujourd'hui, au XXIe siècle, les choses ne sont plus comme c'était quand on était enfant. Donc, le monde a changé. Aujourd'hui, tout est hybridé. La formation, l'enseignement est hybridé, la politique est hybridée, la guerre même est hybridée, même la cuisine. Dernièrement, j'ai vu dans un reportage une imprimante 3D en pâtisserie pour faire toutes les formes de gâteaux. Ça veut dire que le pâtissier et la pâtissière n'ont plus à imaginer des formes extraordinaires pour les gâteaux. Il y a une machine qui est rentrée dans la cuisine. Donc, je veux dire que ce processus va continuer à s'étendre. Et avec l'intelligence artificielle, peut-être même l'intégration de l'intelligence artificielle à la robotique encore. Oui. Donc, c'est clair que nous, on doit forcément nous adapter à ce monde. Voilà. Donc, l'école, pour parler de l'école, moi, je dirais que la question fondamentale, c'est quel est le sens que nous voulons donner, nous, à l'école de demain? Quel est le sens que nous voulons donner à l'école de demain? Je dis que dans une institution comme l'ENS, peut-être que c'est le moment d'ouvrir le débat et qu'ensemble, on essaie de construire une nouvelle vision pour l'école de demain. Il faut une réflexion collective. Il faut tirer parti de notre intelligence collective pour penser l'école de demain. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne va pas y échapper. Hein. Bien sûr. Voilà. L'école de demain doit pouvoir s'adapter, je dis, à notre monde d'aujourd'hui, à notre environnement. On n'a pas, on n'a pas le choix. Maintenant, pour répondre concrètement à votre question, l'école de demain, si on est d'accord que le rôle de l'école, c'est de former efficacement des individus à être dans la société et à réaliser leur potentiel, c'est vrai. L'école permet la formation académique, ce qu'on fait, ce qu'on enseigne, permet la socialisation. Mais peut-être que l'école doit faire maintenant la promotion d'une citoyenneté active. C'est-à-dire qu'on doit amener les individus à comprendre les systèmes politiques, sociaux et économiques. Voilà, je pense que c'est très important. Merci. Parce que, en général, moi, j'ai souvent, dans les discussions avec les gens, je dis souvent qu'on enseigne des concepts du XXe siècle pour pouvoir répondre à des attentes du XXIe siècle. Donc, il faut changer. Ouais. Ce qui fait que pour moi, l'école de demain sera seulement caractérisée par plusieurs choses. D'abord, la structure de la classe. La classe va changer. Ça dit qu'aujourd'hui, il y a la formation à distance. Je parlais d'hybridation. Mais peut-être qu'on ira de plus en plus vers la formation en ligne. Et que c'est la formation en ligne qui deviendra la norme. Et la formation en présentiel, l'exception. Et dans ce cas, le rôle de l'enseignant va changer. Sa posture va changer. Ça dit que l'enseignant, peut-être, sera un organisateur de connaissances. Puisque la connaissance est disponible partout. Donc, ça voudrait dire que nous serons des organisateurs de connaissances. Peut-être que notre rôle, ça sera d'aider nos enseignants, nos élèves, à changer leur monde sur le regard, leur regard sur le monde, en se basant sur notre expérience, sur nos lectures, sur nos visions. Peut-être que ce qu'on va transmettre, c'est la connaissance qu'on produit en tant que chercheur. Peut-être que c'est ce qu'on va transmettre. Donc, la structure de la classe va changer, le rôle de l'enseignant va changer, l'évaluation aussi va changer. Pour les gens qui enseignent les sciences comme les nôtres, par exemple, peut-être que le résultat, ce ne sera plus l'essentiel. Je veux dire que si on a une machine qui donne le résultat, peut-être c'est le processus d'apprentissage qu'il va falloir évaluer maintenant. Et en ce qui concerne le programme d'enseignement, moi je dis même que pour le programme d'enseignement, ce n'est pas demain, c'est cet après-midi qu'il faut changer le programme. Je veux dire, on doit s'adapter au monde qui nous entoure. Peut-être qu'on verra de nouvelles disciplines. Moi, je suis pas sous le contrôle de nos collègues de mathématiques. Peut-être qu'il faudra enseigner l'algorithme. C'est-à-dire les sciences algorithmiques avec tout ce qui suit, le codage, la programmation, peut-être depuis le primaire. Il faut comprendre l'intelligence artificielle, il faut voir ce qui est derrière l'intelligence artificielle. Donc, moi, je pense que l'école de demain va forcément changer. Il aura forcément plus, je veux dire, une intégration accrue des nouvelles technologies. Et puis, certainement que la formation sera centrée sur le développement intégral de l'individu, pour que l'individu puisse prendre toute sa place dans la société. Voilà, donc je pense que c'est ça l'école de demain. Merci. Voilà. Merci Makoul, c'est tellement passionnant de t'écouter. J'allais te poser l'avant-dernière question. Oui. Un message pour le monde éducatif, mais dans tout ce que vous avez dit, je pense qu'il y a vraiment tout dedans, un message à l'endroit, mais vous pouvez résumer ça en 30 secondes. Excuse-moi, vous voyez tutoyer à la fois. Bon, voilà. Voilà. Et donc, un message en 30 secondes, une minute. Je vais dire dans la droite ligne de ce que je venais de dire concernant l'école de demain. Moi, si je dois m'adresser aux jeunes d'aujourd'hui,
concernant le numérique. Donc, je pense qu'on est dans l'évolution, la révolution numérique. Mais il est essentiel de ce que les jeunes doivent savoir. C'est que la révolution numérique, ce n'est pas le Deus ex machina. Je veux dire, ce n'est pas le génie sorti de la machine, voilà, le miracle salvateur qui va résoudre tous nos problèmes. Mais ce n'est pas la guerre non plus entre humains et machines. On n'est pas dans Matrice. En tout cas, on n'est pas encore dans Matrice. Voilà, donc ce n'est pas la guerre. Donc, mais il faut sortir quand même de la fascination aveugle devant les intelligences artificielles. Quand on monte des intelligences artificielles type ChatGPT, les gens sont fascinés. Je pense qu'il faut sortir de la fascination aveugle. Voilà. Mais il ne faut pas aussi rester dans le registre systématique du numérique. Moi, je pense que ce qui est important, c'est de comprendre. Comme je l'ai dit, le savoir, c'est le pouvoir. Il faut essayer de comprendre ce qui est derrière la machine. Il faut aller au pays des algorithmes. Il faut essayer de comprendre l'intelligence artificielle, les algorithmes. Ce sont des humains qui sont derrière les algorithmes. Comment est-ce qu'ils créent les algorithmes? Comment les algorithmes fonctionnent? Et si on connaît tout ça, peut-être que nous-mêmes, on pourra créer des algorithmes et on pourra les utiliser efficacement. Tout je dis que ce n'est qu'un outil, en fait. Donc, il faut pouvoir l'utiliser. Donc, pour la jeunesse aujourd'hui qui est de plus en plus connectée, tu vois, on est à l'ère des infox, des deepfakes, des théories de complot. La société est véritablement influencée par les médias sociaux, par la production des informations de façon rapide qui soulève les questions de fiabilité des sources et aussi, de même la préservation de notre vie privée. Donc les jeunes, je veux dire qu'en lisant, en écoutant, et voilà, ils doivent faire attention, ils doivent se poser des questions, ils doivent toujours chercher les sources des informations pour pouvoir faire leur propre opinion et préserver leur liberté de penser. Je pense que ça, c'est très, très important. C'est pour ça que moi, je pense que paradoxalement, si on doit enseigner le numérique, si notre siècle est caractérisé par l'évolution du numérique et, je veux dire, l'intégration accrue des nouvelles technologies, paradoxalement, il faudra enseigner des sciences comme la philosophie. Bien sûr. Très très tôt, pour développer l'esprit critique des enfants. Il faudra enseigner la sociologie. Moi, j'ai lu très récemment un livre très intéressant que je t'invite aussi à lire. C'est un livre d'une chercheuse française, Asma Mala, La technopolitique. J'invite la régie à projeter, n'est-ce pas, la première page de cet ouvrage. La technopolitique. Comment la technologie fait de nous des soldats? C'est-à-dire, d'après l'autrice de ce livre, c'est qu'on est devenus tous des soldats. On doit faire toujours attention, on doit être sur notre qui-vive, on doit se poser des questions, on doit remonter les souffles pour pouvoir tirer, le faux du vrai pour savoir où on va, etc. Elle parle des big data, elle parle aussi des big tech, c'est-à-dire ces grandes entreprises, voilà. Moi, j'ai parlé aujourd'hui, tout à l'heure, que tout est hybridé. L'information, l'enseignement et tout ça. Elle va plus loin, elle dit qu'il n'y a même plus de frontières. Parce que Elon Musk, on le reçoit comme un président. Voilà, je veux dire, les big tech sont devenus des gourous. Voilà, donc je veux dire que c'est très important de former les enfants sur tout ça, tous ces aspects, de les accompagner dans l'acquisition de compétences et de savoir pouvoir naviguer dans ce monde numérique qui est de plus en plus complexe. Et c'est très important pour cela. C'est pour ça que je dis que l'école de demain, en tout cas, ça sera centré sur le développement intégral de l'individu. C'est très important. Merci Makoul, c'est vraiment passionnant de vous écouter. Hélas, nous tirons vers la fin de notre émission. Je vais vous partager un carton. Tenez ce carton dans la main et vous lisez, n'est-ce pas, les valeurs qui sont là-dessus. Bon, je vois ici résilience, observabilité, détermination, expérience et goût du risque. Alors, donc, de ces 5 valeurs qui sont citées, nous allons vous demander laquelle vous décrit mieux et quel mot de motivation à l'endroit de nos auditeurs sur la base de cette valeur que vous retenez. Bon, moi, j'aurais pu choisir ces 5 valeurs, mais bon, ce qui me représente le plus, je l'ai déjà dit d'entrée de jeu, je pense que c'est la détermination. La détermination. Qui regroupe tout ça. Je pense que quand on est déterminé, on est concentré, on est focus sur nos objectifs et on sait qu'il y aura des difficultés, on sait qu'il y aura des défis à relever, on sait qu'il y aura des problèmes, on sait qu'il y aura des revers, mais on est persévérant, on est résilient, on est endurant et on tient à atteindre nos objectifs et on y va. Donc moi je pense que c'est la détermination. Et si je voulais dire quelque chose aux étudiants, c'est que dans la vie, il faut être déterminé. Il faut avoir des objectifs. Et que le plus important dans la vie, c'est de réussir sa vie, c'est d'avoir une vie bonne. C'est pas forcément réussir dans la vie, c'est pas pareil.
Et justement, j'allais juste vous poser une question d'exception. Euh, il y a ce célèbre documentaliste qui a créé l'émission 7 milliards de voisins, Yann Arthus Bertrand. Son nom allait m'échapper. Dieu merci. Alors, Yann Arthus Bertrand qui faisait une thèse, un troisième cycle, pardon, en biologie. Et durant ses prises de vue pour sa thèse, s'est amouraché, n'est-ce pas, à la photographie documentaliste environnementale. Et depuis, il a abandonné ses études de troisième cycle, il est devenu photographe environnementaliste. Quelle expérience, quelles conséquences tirez-vous de son profil? Parce que vous avez dit tout à l'heure que tout n'est pas forcément académique, qu'on peut être flexible dans ses choix de vie. Quelle expérience Yann Arthus Bertrand vous inspire? Bon, c'est ce que je disais tantôt, Ouais. je pense qu'il faut réussir dans la vie, et réussir sa vie et non forcément réussir dans la vie. Et réussir sa vie, c'est de faire des choses qui nous conviennent. C'est comme la philosophie des Japonais, l'ikigai. Je dis, faire des choses qui ont un lien avec mes valeurs et qui conviennent, qui sont bons, des choses qui sont bonnes pour moi. Je dis, il faut apprendre à se connaître, voilà, se connaître, savoir ce qu'on veut réellement et faire des choses et des choix par rapport à nous, pas par rapport aux autres. Je veux dire, est-ce que le plus important, c'est d'avoir une grande maison, une belle voiture, et un poste important, et que tout le monde dise que j'ai réussi dans la vie alors que je ne suis pas heureuse? Le plus important, c'est que moi, je fasse des choses qui sont en lien avec mes valeurs et qui me permettent d'être heureuse et d'être en paix avec moi. Dans ce cas, j'aurais réussi ma vie. Donc, le plus important, c'est de réussir ma vie, c'est pas de réussir dans la vie. Donc, le documentaliste, ce qu'il fait lui plaît. Et il est en lien avec, je dis, il est vraiment aligné avec ce qu'il fait et il est heureux. Je pense que c'est le plus important et c'est ce qu'on doit faire. Docteur Mariam Coulibaly, la Web TV, notre ENS, vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'émission Un modèle, un repère. Aujourd'hui, nous avions comme invité Docteur Mariam Coulibaly, maître de conférence en chimie physique. Au revoir.